Donc, bonjour et bienvenue à notre séminaire. Je m'excuse. Bonjour et bienvenue à notre séminaire. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bonjour et bienvenue à notre séminaire portant sur la surveillance du trouble du spectre de l'autisme au Québec, dans le cadre des séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en visite sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, je suis Fatima Bineté, diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle de l'école et je suis également professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Aujourd'hui, nous accueillons 3 professionnels. Commençons par Dr Fatoumata Binta Diallo. Dr Binta Diallo est médecin de formation dans son pays natal, la Guinée. Elle est également titulaire d'une maîtrise en santé communautaire de l'Université de Sherbrooke et d'un PhD en santé publique de l'Université de Montréal. Depuis 10 ans, elle occupe le poste de conseillère scientifique spécialisée à l'INSPQ et travaille en même temps comme agente de planification, de programmation et de recherche en transfert de connaissances au CIS de l'Ouest de l'île de Montréal. Dr Diallo est aussi auteur et a participé à la rédaction de nombreux documents de recherche à caractère scientifique et professionnel. Dr Diallo est accompagné de ma collègue de la direction de santé publique de la Montérégie, Madame Manon Noiseux. Elle détient un baccalauréat en biotechnologie de l'Université de Sherbrooke et une maîtrise en épidémiologie et médecine préventive de l'Université de Baltimore, de l'Université de Maryland à Baltimore. Depuis plus de 25 ans, elle travaille comme épidémiologiste à la direction de santé publique de la Montérégie, dans le CIS de la Montérégie Centre. Elle effectue notamment la surveillance du TSA depuis une quinzaine d'années dans sa région et Mme Noiseux a aussi collaboré en tant qu'experte conseil au rapport provincial, dont celui de l'INSPQ et national au niveau de la SPC, sur la surveillance du TSA. Elle a réalisé plus d'une quarantaine de présentations sur le sujet pour diverses instances telles que l'UQAM, le Forum sur le TSA et les journées annuelles de santé publique, pour ne citer que cela. Finalement, elle a produit et collaboré à la réalisation de plus d'une trentaine de rapports, d'articles et d'entrevues médias en lien avec le TSA. Finalement, notre troisième conférencier est le Dr Alain Lesage, professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Depuis plus de 35 ans, Dr Lesage est chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. De 2009 à 2019, il a été directeur adjoint du réseau québécois de recherche sur le suicide financé par le FRQS et le FQRSC. Depuis 2011, il est également conseiller scientifique de l'unité d'évaluation des technologies et des moyens d'intervention en santé mentale pour l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Au même moment, il a aussi été mandaté par la direction de la santé publique de Montréal comme médecin expert pour le développement d'indicateurs des troubles mentaux et des dépendances auprès de l'INSPQ. Depuis 2022, il fait partie de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Donc, le trouble du spectre de l'autisme ou TSA est une condition neurodéveloppementale dont la prévalence augmente considérablement au fil du temps. Elle fait partie des maladies inscrites dans le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, donc le SISMAC. Aujourd'hui, ces experts de la surveillance du TSA vont donc nous entretenir sur les indicateurs de surveillance et les sources de données qui existent. Avant de passer la parole à nos conférenciers, simplement vous informer que le séminaire est enregistré et que les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans la vidéo peuvent garder leur caméra fermée. Nous vous prions également d'afficher correctement vos noms afin que les attestations puissent vous être décernées directement à la fin du séminaire. Merci. Docteur Diallo, ça va être à vous. Merci Fatima et bonjour tout le monde et merci d'être là. Je vais essayer de faire le partage de l'écran de la présentation. OK. Faites-moi signe si vous voyez. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pas... Oui, très bien. Ah, parfait. C'est pas très bon avec le Zoom. Nous, dans le réseau, on est plus Teams que Zoom. Fait que, bon, voilà. Et comme annoncé par Fatima, nous sommes comme 3 présentateurs aujourd'hui. Vous serez bien servis, à notre avis. Et le plan de la présentation est le suivant. Dans un premier temps, moi, je vais vous présenter ce que c'est que le trouble du spectre de l'autisme. Je vais vous parler également des sources de données utilisées pour la surveillance du trouble, mais ainsi que les facteurs de risque associés à ces troubles-là. Ensuite, ma collègue Manon va vous présenter quelques données québécoises sur la prévalence du TSA et l'utilisation de ces données-là par les acteurs régionaux en surveillance.
Et enfin, pour clôturer tout ça, notre senior ici, Dr. Lessaz, va nous faire un ramassé de tout ça et nous laisser avec une très belle conclusion. Encore une fois, bienvenue. Et le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. En fait, c'est un développement du cerveau du fœtus durant la grossesse. Les personnes avec un TSA, les personnes naissent avec le TSA, avec un fonctionnement différent et qui n'est pas dû ici à un changement de leur état de santé. Le terme spectre de l'autisme fait référence ici à la variation importante dans les forces et les défis observés chez ces personnes-là qui vivent avec le trouble. Selon le DSM-5, je parle ici du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et le TSA regroupe 3 types de troubles. Nous avons principalement le trouble autistique qu'on appelle couramment ici l'autisme. Il y a le syndrome d'Asperger et il y a le trouble envahissant du développement non spécifié. Le TSA se caractérise notamment par des dysfonctionnements dans les interactions sociales, les dysfonctionnements dans la communication, dans les comportements et dans les activités réalisées par ces personnes qui souffrent de TSA. De manière générale, les symptômes du TSA sont nombreux, très multiples et d'intensité variable. Les symptômes varient d'une personne à l'autre. Ils peuvent être plus ou moins présents et parfois même évoluer également au fil du temps. Du coup, chaque personne avec TSA se situe différemment dans le spectre, d'où le spectre, l'idée du spectre. Les garçons sont 4 fois plus touchés que les filles et le TSA est souvent accompagné d'une déficience intellectuelle, mais il peut arriver qu'il n'y en a pas parfois. Et aussi, le TSA est souvent accompagné par d'autres maladies, des comorbidités qui peuvent être des maladies concomitantes mentales ou physiques. Par exemple, le TDAH, les troubles anxieux, l'épilepsie. Si vous avez eu la chance de regarder le rapport qu'on avait publié en 2016, nous avons fait toute une liste de maladies concomitantes qui sont associées au TSA. Et aussi, le TSA augmente de façon constante depuis plusieurs années. Je vous présente là quelques données recensées dans la littérature scientifique sur la prévalence du TSA. Je vous propose il y a une revue systématique qui a été publiée récemment en 2022 qui avait comme ramassé 71 études à travers le monde, à travers, je crois, 34 pays, si je ne me trompe pas, dans les 5 continents font partie aussi. Et cette étude a révélé une prévalence de 1%. Il y a aussi les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis qui font une surveillance du TSA auprès des enfants âgés de 8 ans à travers les différents États. Donc, leur dernière publication date sur les données de 2018. Ils ont observé également 2% comme prévalence du TSA. Évidemment, c'est une prévalence, on parle d'une prévalence à vie là. Et l'INSPQ aussi, là, je vais vous parler de ça un peu plus tard et Manon va vous fournir suffisamment de données là-dessus sur la base de données qu'on utilise, le SysMath. Et il y a l'infocentre de ce système-là. Là, les dernières données dans cet infocentre-là qui datent de 2022, la prévalence du TSA est estimée aussi à 2%. Il y a aussi l'Agence de la santé publique du Canada aussi qui fait un suivi du TSA. Là, c'est vraiment c'est pas seulement le Québec, c'est à travers tout le Canada. Ils ont leur dernier rapport qui a été publié en 2022 basé sur les données de l'enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes, des enfants des jeunes de 1 à 17 ans dans les 10 provinces et 3 territoires avec un questionnaire qui a été diffusé à place.
ils ont observé une prévalence de 2% également, mais de façon très variable selon les différentes provinces, selon les différentes juridictions à travers le Canada. La moyenne, c'est 2, mais c'est très variable. Et à ce niveau aussi, au niveau du Québec, Manon va vous présenter plus tard la variation de la prévalence en fonction des régions, des différentes régions socio-sanitaires du Québec. Mais ici, c'est juste dans le pays. Si on remarque, je passe ça brièvement, si on remarque par exemple le Nouveau-Brunswick ici, qui est à 4% versus la Nouvelle-Écosse qui est tout près là, qui n'a que 2%. Et regardez le Saskatchewan qui est ici à 0,8%. C'est vraiment variable d'une juridiction à l'autre. Là, on arrive au niveau des sources de données pour la surveillance du TDAS. Je vais vous montrer les sources de données au niveau canadien, mais aussi au niveau québécois. Si on commence par le Canada, là, c'est directement extrait du rapport publié par l'Agence de santé publique du Canada. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système national de surveillance des troubles de l'autisme de l'Agence de santé publique du Canada recueille auprès des provinces et des territoires partenaires des données individuelles anonymisées ou encore des données agrégées qui sont tirées des fichiers administratifs de différents secteurs. Ça peut être des fichiers médico-administratifs, c'est-à-dire de la santé, des registres de l'éducation ou encore des services sociaux. Et les provinces utilisent de façon différente ces registres-là. Si on regarde par exemple la figure qui est là, le Yukon, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, ils utilisent plus des registres de l'éducation pour faire la surveillance du TSA. Ici, chez nous, au Québec, on a une base de données médico-administratives qu'on va vous présenter très bientôt. Et il y a la Colombie-Britannique, elle c'est plus les registres sur les services sociaux qu'il utilise pour faire sa surveillance, tandis que l'île du Prince-Édouard, il fait un jumelage de tous ces fichiers, la éducation, santé et services sociaux pour la surveillance. Et vous voyez là, les autres qui sont en gris, à ce stade, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur surveillance, ils utilisent des surveillances. Si je prends par exemple l'Ontario qui utilise aussi une base de données médico-administratives, mais ils sont en gris ici, ils sont comme genre en examen pour le moment parce que probablement ils n'ont pas encore envoyé leur base de données au niveau du système national de l'ASP. Donc là, on arrive au niveau des sources de données qu'on utilise pour la surveillance du TDAS au Québec. Nous, ici au Québec, précisément à l'INSPQ, dont la surveillance fait partie de notre mandat, nous utilisons le SISMAC, c'est le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Là, je ne vais pas trop tarder là-dessus parce que j'ai vu dans les séminaires qui sont déjà passés, j'ai une de mes collègues qui est passée pour un webinaire entier sur le SISMAC, je crois que c'était en 2022, là c'est assez récent, je ne sais pas si tout le monde était là, mais je vais passer brièvement. Il y a un article, il y a un rapport aussi sur, si vous voulez, je peux vous envoyer le lien du rapport aussi qui décrit vraiment le SISMAC, comment il a été composé, comment il a été monté. Mais il reste que le SISMAC, c'est un fichier de c'est une base de données médico-administrative qui est composée de 5 fichiers. C'est un jumelage de 5 fichiers. Et là, ce sont ces 5 fichiers-là qu'on vous présente ici. Il y a le fichier d'inscription des personnes assurées. Là, ce fichier-là fournit des informations, fournit des données démographiques et géographiques. Des personnes qui ont un numéro d'assurance maladie à jour. Et il y a le médico, c'est un fichier du ministère, c'est le fichier des hospitalisations qui donne des informations, toutes les informations sur le séjour à l'hôpital, le diagnostic, la durée, le diagnostic d'entrée, le diagnostic de sortie, le médecin consulté, tous les détails sur le séjour, il le donne dans ce fichier-là.
Et il y a le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. Ça, c'est le fichier de rémunération des médecins. C'est un fichier de la RAMQ. RAMQ se sert de ce fichier-là pour la facturation des médecins, pour le paiement des médecins. Dans ce fichier-là aussi, on a beaucoup d'informations. On a le code diagnostic. On précise le diagnostic là, le code diagnostic qui est là. Il y a le médecin consulté, il y a le nom. On trouve tous les détails de la consultation, de la visite médicale dans ce fichier-là, évidemment si le code diagnostic est marqué. On a le fichier des médicaments aussi. Ce fichier-là, c'est pas tout le monde qui est là-dedans, ce sont les gens qui ont une assurance, qui sont au régime d'assurance maladie, régime d'assurance publique, régime public d'assurance maladie du médicament du Québec. Donc, il y a ce monde-là et il y a les personnes âgées de plus de 65 ans. On sait que pour les médicaments, il y a les assurances privées. Donc, ceux qui sont sous l'assurance privée ne se retrouvent pas dans le fichier de médicaments. Et enfin, on a le fichier de décès qui informe sur tous les aspects du décès, le cause du décès, tous les détails qui viennent avec le décès se retrouvent là-dedans. Et même les renseignements provenant de ces fichiers-là sont jumelés ensemble pour faire le SISMAT, pour faire le SISMAT. Mais le jumelage est effectué à la RAMQ sur une base nominative avec un identifiant unique qui est ici le numéro d'assurance maladie. Ce qu'on veut dire, la clé du jumelage ici, c'est le numéro d'assurance maladie. Donc, on arrive facilement, ils arrivent facilement. Et puis, ils nous ramènent à l'INSPQ. C'est la base jumelée qu'on reçoit à l'INSPQ. On ne reçoit qu'un identifiant anonyme unique à chaque personne. Et la première transmission de cette base de données, c'était en 2009. On a reçu comme une vague de données datant du 1er janvier 1996 au 30e mars 2009. Depuis cette année-là, il y a une mise à jour chaque année, mais il faut reconnaître que le SISMAT quand même présentement est en retard d'une année. Donc, les dernières données qu'on a à notre disposition datent de mars 2022. Donc, comme je l'ai présenté, comme je l'ai dit, le SISMAC, c'est un fichier médico-administratif, donc il est conçu pour répondre à des besoins d'ordre administratif. C'est pas pour la surveillance, c'est pas pour les recherches uniquement, mais c'est pour répondre aux besoins d'ordre administratif, ayant pour but, par exemple, de gérer les services de soins tels que la rémunération des professionnels de la santé, administrer le programme public d'assurance médicaments, faire état de l'ensemble des services dispensés par les hôpitaux. Donc, pour ce faire, pour utiliser le SISMAC à des fins de surveillance épidémiologique, on doit recourir à des standards vigoureux et des efforts scientifiques. Donc, on a besoin d'une définition de cas. C'est la définition des cas qui nous permet ici d'utiliser cette base-là pour faire la surveillance, pour faire la recherche, pour faire tout ce qu'on veut faire avec la base de données par la suite. Donc, comme on est dans le cadre du TSA, concernant le TSA, notre définition de cas ici est le suivant. Pour être considéré comme ayant le trouble du spectre de l'autisme, l'individu doit avoir au moins une visite médicale. Il faut que, pour qu'il soit là-dedans, il faut qu'il se présente au moins une fois c'est le médecin pour une visite, ou encore une hospitalisation avec un diagnostic principal de TSA. Donc, comme vous voyez, les codes diagnostiques se font à l'aide de la classification du CIM, à l'aide de la classification internationale des maladies. Pour le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, c'est le CIM-9. Donc, pour le TSA, c'est 299 A.0 à 299.9. Et alors que pour l'hospitalisation avec le CIM-10, ça va être le F84.0 à F84.9. Maintenant, comme je le nomme,
Maintenant, nous avons les données du SISMAC qu'on a deux orientations de diffusion possibles. Il y a la diffusion des indicateurs à l'aide de l'infocentre ici. Je voulais vous présenter l'infocentre, le portail de l'infocentre directement en ligne, mais quand j'ai regardé, on a beaucoup de diapositives, on risque de passer beaucoup de temps, mais c'est pourquoi j'ai mis directement l'image ici. Et les indicateurs qui sont diffusés à travers l'infocentre, c'est disponible, mais c'est disponible seulement pour les acteurs de surveillance à travers le Québec qui sont inscrits. Et là, comme vous voyez ici, le portail de l'infocentre, il y a un nom d'utilisateur avec un mot de passe. Là, on a beaucoup d'indicateurs. On peut aller chercher là la prévalence, l'incidence, taux de mortalité, beaucoup d'informations. S'il y a en tout cas des acteurs de surveillance dans la salle, vraiment profitez-en. C'est une base de données vraiment très, très riche. On peut aller chercher les dernières données disponibles à jour directement sans attendre la publication des rapports. OK. L'autre forme de diffusion qu'on a, ce sont les publications. Donc, il y a comme trois façons de faire des publications chez nous. Il y a les rapports. Les rapports de surveillance, ce sont souvent des gros rapports qui peuvent aller 20-25 pages. C'est le cas, par exemple, du rapport sur la surveillance du TSA de l'autisme qu'on avait publié en 2016. Nous avons aussi des rapports méthodologiques qui ne sont pas aussi longs, mais qui sont là. On a aussi des articles scientifiques. Je voulais dire par là, on travaille également avec des chercheurs, des étudiants en stage, ou bien des étudiants au PhD ou à la maîtrise qui font leur mémoire ou leur thèse de doctorat, qui viennent à l'INSP, qui utilisent la base de données, la base de données SISMAC. Elle est vraiment riche. On ramasse pratiquement la plupart des Québécois dans cette base de données-là. Le SISMAC a des avantages et des limites. En matière d'avantages, d'abord, c'est une source de données déjà existantes. Donc, on gagne en argent et en temps. Donc, ça se fait bien. Et ça a une couverture populationnelle. On peut dire ça couvre plus de 80%. Dans le SISMAC, il y a plus de 80% de la population québécoise dans cette base de données-là. Donc, on a une bonne validité externe, fait qu'on facilement peut généraliser nos données à travers le Québec. Pas de problème à ce niveau-là. Et ce sont des données longitudinales. Par exemple, on peut regarder le TSA, oui, de 2000 pendant 20 ans pour voir comment ça a évolué. Ça permet de voir n'importe quel trouble ou quelle pathologie ou maladie qu'on veut voir dans le SISMAC. On peut regarder ça de façon longitudinale du moment qu'on a les données depuis 1996 jusqu'à date. C'est une approche novatrice, dans le sens où, par exemple, si on regarde le TSA, on peut voir en même temps les différentes comorbidités, les multimorbidités qui existent, les autres, les maladies concomitantes qui sont associées. Et dans le SISMAC, on a comme 5 fichiers de données. Donc, c'est vraiment une base complète. Si on n'a pas, et si on ne recense pas avec un fichier, on peut aller chercher la personne avec l'autre fichier. Donc, pratiquement, on a la majorité des Québécois dans cette base de données-là. Toutefois, il y a quand même des limites. On avait dit au début, depuis que je commençais à parler de SISMAC, je disais que c'est des données médico-administratives. Donc, ces données-là sont là à des fins administratives, ce n'est pas à des fins de recherche. On peut l'utiliser pour la surveillance ou à des fins de recherche, mais il y a des indicateurs ou des variables qu'on ne peut pas retrouver là-dedans. Ça peut être frustrant, mais ce sont des limites qui viennent avec les bases de données, les bases de données administratives de manière générale. On n'a pas d'informations cliniques ou des informations sur les habitudes de vie dans ces bases de données. Là, on ne peut pas le questionner plus que les variables qui sont là. Et il y a des variables aussi, certaines variables qui sont non valides. Donc, fait que quand on fait certaines études, on est obligé parfois de faire des études de sensibilité. Et aussi,
ceux qui se retrouvent dans le SISMAC sont seulement ceux qui utilisent les services de santé. Si on reste là, on n'a jamais utilisé les services de santé, on n'a jamais consulté un médecin, on n'est pas allé à la pharmacie pour prendre des médicaments avec le régime public d'assurance médicaments. On ne se retrouvera pas dans ces données. Donc, on manque ce bout de personnes-là. Mais une des limites importantes du SISMAC ici repose sur l'utilisation du fichier des médicaments renumérés à l'acte surtout. Et là, c'est un fichier de rémunération. Le fichier est là pour la facturation. Donc, le code d'acte est la variable la plus importante de ce fichier-là, du fichier des services médicaux. Alors que nous, on a besoin plutôt du code diagnostic pour qu'il se retrouve dans notre SISMAC. Mais ce code-là, l'inscription de ce code-là dans le formulaire, dans le bordereau, c'est pas obligatoire. Qu'ils le mettent ou pas, les médecins vont être payés pareil. Donc, parfois, il n'est pas inscrit. Et quand il n'est pas inscrit, on ne peut pas le récupérer dans notre base de données. Et encore pire, en 2016, la RAMQ a décidé de moderniser son système informatique et là, ils ont comme retravaillé le formulaire à compléter et le code de diagnostic se retrouve plus loin dans le formulaire et par conséquent, les professionnels ne mettaient pas le code, ça a vraiment beaucoup baissé. Je vais vous montrer rapidement tantôt un graphique là-dessus pour voir juste comment ça l'a baissé. Et l'autre grande limite, c'est que certains médecins québécois ne sont pas renumérés à l'acte. Et quand ils ne sont pas rémunérés à l'acte, ils ne complètent pas, ils n'ont pas à rentrer leur code d'acte, ils n'ont pas à compléter le formulaire de la RAMQ. Donc, dans ce cas-là, quand ils voient un patient ou une personne, la personne ne se retrouvera pas dans ce fichier-là. Là, c'est une autre limite. C'est surtout les médecins qui sont payés à salaire ou à forfait ou de façon mixte. Mais c'est vraiment un faible pourcentage, ces personnes-là, mais je dois quand même le mentionner ici. Comme je le disais tantôt, là, c'est... là, c'est le taux de complétude qu'on présente là. Jusqu'à 2016, on avait un taux de complétude de 90%. 90% des professionnels inscrivaient le code de diagnostic et nous, on l'avait dans le SISMAC. Mais quand la RAMQ a modernisé son système, tout de suite, du coup, on a vu une baisse parce qu'il ne complétait pas. Le code était rendu loin, on ne le voyait pas, on ne s'attendait pas d'avancer plus que ça. Donc, ça a baissé. Vous voyez, c'est rendu plus ou moins 70% avec un minimum de 66%. C'était vraiment pas, on n'aimait vraiment pas ça. Et finalement, il y a eu des démarches, il y a eu beaucoup de démarches pour rectifier la situation auprès des médecins et des agences de codage. Et ça l'a tranquillement pas vite repris. Les dernières données en 2022, on était rendu à 75. On espère que d'ici 2024-25, on va être rendu à 90. Mais néanmoins, présentement, quand c'est arrivé, on a mis cette information au niveau de l'infocentre et dans nos rapports qu'on publie, on a expliqué pour ceux qui ont accès à l'infocentre, dès que vous commencez à aller chercher un indicateur, ils vont vous mettre ça pour dire que, ah oui, la prévalence ou l'incidence pourrait être sous-estimée à cause qu'on vous explique la situation. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez ça en passant. Et là, je suis rendue aux facteurs associés au TSA. Comme on le dit, on est avec le TSA. Et pour le moment, la cause du TSA est encore mal connue. Ce qu'on a essayé de faire là, on a essayé de voir en fonction des déterminants sociaux de la santé pour faire
un big picture de la situation. Sur le plan génétique, les caractéristiques, sur le plan des caractéristiques individuelles, il y a, de manière générale, les experts sont unanimes sur le fait que il y a, la génétique est impliquée dans la survenue du TSA. Il y a eu beaucoup d'études au niveau des jumeaux, de la fratrie, de la famille pour indiquer, c'est presque confirmé, mais toutefois, la nature des variations génétiques impliquées dans la survenue du TSA est encore mal connue. Donc, la recherche continue dans ce sens-là. Si on regarde le milieu de vie, l'environnement, il y a eu beaucoup d'études, plusieurs associations ont été faites avec des événements qui surviennent durant la grossesse, pendant la période pré- et périnatale, des associations, il y en a beaucoup, mais pour le moment, il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'attribution causale soutenue vraiment pour dire que oui, c'est à cause de ça, c'est des facteurs associés et puis c'est tout. Bon, en ce qui concerne le mode de vie, il n'y a vraiment pas grande confirmation. Il y a très peu d'études à ce niveau-là. Et quand on arrive au niveau du système de santé, les services, comme je le disais plus tôt, la prévalence du TSA est en croissance et en croissance constante. Donc, probablement la meilleure détection de ces troubles-là est en partie responsable de cette croissance-là à cause surtout de l'élargissement, par exemple, du critère du diagnostic, la sensibilisation du public ou des professionnels qui font le diagnostic, la surveillance et le dépistage précoce, c'est c'est les enfants et ados et les changements de politique et de pratique au regard de la prise en charge de ces troubles-là. Donc, on est rendu aux données québécoises, à la présentation des données québécoises sur la prévalence. Et Manon, je te cède la parole. Bien, merci Fatoumata. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Donc, Fatoumata vous a présenté ce qu'était le SISMAQ et les limites. Moi, je vais vous présenter ce qu'on fait avec les résultats du SISMAQ, surtout en région, parce que moi, je suis au palier régional, donc notre analyse est en ce qui me concerne pour la Montérégie. Tu peux changer, Fatoumata. Donc, la première diapo présente l'évolution temporelle de la prévalence du trouble du spectre de l'autisme. La courbe en turquoise, c'est la Montérégie. Celle en gris, c'est la prévalence du TSA au Québec. Et chacun des histogrammes représente le nombre de cas de personnes de 1 à 17 ans avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, comme vous le voyez, non, on est encore sur la même diapo. Comme vous le voyez, en 2000-2001, il y avait seulement 450 jeunes de 1 à 17 ans avec un TSA, alors qu'en 2020-2021, on est rendu à 7045. Donc, c'est une augmentation de plus de 1000% en 20 ans. Aussi, ce qu'on constate, là, c'est que le taux de prévalence a augmenté de façon importante. Ici, c'est des données sont pour 1000, mais je vais les dire en pourcentage. On est passé de 0,17 à 2,6% en Montérégie et 0,16 à 2% au Québec. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Montérégie, la prévalence est significativement plus élevée qu'au Québec pour presque toutes les périodes là, à l'étude. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que l'écart entre la Montérégie et le Québec se creuse là, à mesure que les années avancent. Donc, si on va à la diapo suivante, dans les régions, Fatoumata l'a mentionné, ce sont les acteurs de surveillance là, qui font la surveillance de tous les troubles ou les maladies, là, pas seulement le TSA, mais avec le SISMAQ, on a accès à plein d'indicateurs de santé. Et on a mis à notre disposition aussi des outils qui nous permettent de projeter les données dans le temps selon 3 scénarios. Le scénario linéaire de décélération ou d'accélération. Naturellement, avec les données sur le TSA, on n'ira pas dans des scénarios de décélération, hein, on voit que ça augmente. Donc, ici, je vous présente avec les données du Québec un scénario qui est linéaire, donc une augmentation annuelle moyenne de 4%.
Et on voit que si ce scénario-là venait qu'à se réaliser, bien, en 2031, il y aurait près de 43 000 jeunes de 1 à 17 ans avec un TSA pour une prévalence de 2,9 Je suis allée voir les données de 2021-2022 qui sont sorties pour le Québec et on a, je l'ai noté en quelque part, environ 35 000 jeunes avec un TSA en 2021-2022. Donc, on aurait déjà dépassé ce scénario-là là, qui annonce un peu moins que 29 000 jeunes avec un TSA. On peut changer Fatoumata. Si on regarde le scénario d'accélération, qui lui présente une accélération de en moyenne 14 par année, on aurait dans ce cas-là 40 000 jeunes avec un TSA en 2021, ce qui est un peu plus que ce qu'on a actuellement, environ 5 000 de plus pour une prévalence de 2,7 et en 2031, on aurait une prévalence de 8,4 Et l'utilité de ça, de faire des scénarios comme ça, c'est qu'en région, on nous demande souvent, les gestionnaires ou des professionnels, ils veulent savoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, combien il va y avoir de personnes avec un TSA ou toute autre maladie, ça peut être le diabète, l'asthme, et tout ça, c'est dans le but de planifier ou d'organiser des services pour rendre à la population là, dans le but de pallier à la condition ou d'aider à tout le moins. Fatoumata, tu peux changer. Maintenant, on va regarder les caractéristiques des jeunes avec un TSA. Le SISMAC, bien que ce soit une base de données qui est relativement, qui est jumelée, qui est relativement complexe, elle ne nous permet pas, contrairement à des enquêtes, de faire beaucoup de ventilation selon beaucoup de variables. Ce qu'on a dans le SISMAC, on a l'âge, on a le sexe, on a la distribution géographique. C'est à peu près tout. Peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir faire plus de ventilation avec des données. On a aussi le profil d'utilisation des services. Donc ici, si on regarde selon le sexe, et Fatoumata l'a mentionné, on remarque qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles, autant en Montérégie qu'au Québec. C'est à peu près 3 fois plus. Fatoumata, tu as dit 4 fois, ça dépend des années. Là, on tente 3 et 4 fois plus, et ça, autant en Montérégie qu'au Québec. Ce qu'on remarque également en Montérégie, c'est que autant chez les garçons que chez les filles, le taux est plus élevé en Montérégie qu'au Québec. Chez les garçons, en Montérégie, c'est 3,9 qui ont un trouble du spectre de l'autisme et chez les filles, 1,2 On peut changer. Et si on regarde l'évolution temporelle selon le sexe, ce qu'on remarque, c'est que l'augmentation se fait ressentir autant chez les garçons, c'est la courbe en vert en haut, et chez les filles, la courbe en mauve en bas. Toutefois, ce qu'on constate, encore une fois, c'est que l'écart entre les deux s'est accru dans le temps, de sorte que chez les garçons, la pente est un petit peu plus à pic que chez les filles. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'autant chez les garçons que chez les filles, les taux sont plus élevés en Montérégie qu'au Québec, d'où la présence de petits plus. Et Fatoumata vous a expliqué qu'en 2016, il y a eu une amélioration, si on veut, du système de la RAMQ, mais ça, on ne le voit pas tellement dans les données de TSA. Je pense qu'on le voit beaucoup plus avec le TDAH, là, ce que ça a pu occasionner, le fait de changer simplement de place dans un questionnaire, une place où on rentre un code, ça peut avoir des impacts importants dans nos données. Mais ça, on est habitué en surveillance, il arrive souvent des choses là, dans les données, surtout avec les enquêtes. Des fois, on fait juste changer le mode d'enquête, on va passer d'un mode téléphonique à un mode web. On pense que ça n'aura pas d'effet, mais ça a de l'effet sur nos données. Donc, l'important, c'est de le mentionner quand on fait des documents ou qu'on fait des présentations comme aujourd'hui. Donc, c'est beau, Fatoumata. Maintenant, si on regarde la prévalence du TSA selon l'âge, ce qu'on remarque, c'est qu'au Québec, la prévalence du TSA est à la hausse. Ici, c'est le Québec et non pas la Montérégie dans tous les groupes d'âge. On voit aussi que c'est chez les 10 à 14 ans que la prévalence est la plus élevée. Elle est de environ 2,5 mais également chez les enfants de 5 à 9 ans et les jeunes de 15 à 17 ans, la prévalence est d'environ 2,3 Chez les enfants de 1 à 4 ans, elle est plus faible. Elle est de pratiquement 0,9 Et on voit qu'il y a un petit plateau chez les enfants, mais vous pouvez vous imaginer là, que les 2 dernières années, on est dans des données pendant la pandémie 19-20, 20-20, 20-21 et que la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu du délestage pendant la pandémie et qu'on a probablement eu beaucoup de retard dans les diagnostics d'enfants, déjà qu'il y a des délais assez importants et que 50% des nouveaux cas de troubles du spectre de l'autisme surviennent chez des enfants de 1 à 4 ans, l'âge médian d'environ 4 ou 5 ans. Donc, c'est probablement ce qui explique là, le petit plateau qu'on voit chez les enfants de 1 à 4 ans.
C'est beau, Fatoumata. Comme je l'ai mentionné aussi, on a des données pour le profil d'utilisation des services de santé mentale. Cet indicateur-là, dans le CISMAC, on l'a seulement pour TSA, TDAH et troubles mentaux. Et ce qu'on voit ici en 2021 au Québec, c'est que si on regarde l'avant-dernier histogramme chez les jeunes de 1 à 17 ans, c'est qu'environ la moitié des jeunes qui ont reçu des services et l'autre moitié, par conséquent, n'a pas reçu de services. Et les services reçus chez les 1 à 17 ans, le plus important, c'est le pédiatre, 29 le médecin de famille, 9 et les psychiatres, 7 Il y a très peu de jeunes qui ont reçu des services de santé mentale et qui ont été hospitalisés ou qui ont consulté à l'urgence. Aussi, ce qu'on remarque, si on regarde les histogrammes du bas, c'est qu'à mesure que l'enfant vieillit, il y en a de plus en plus de jeunes qui ne reçoivent pas de services de santé mentale. Chez les 1-9 ans, c'est 46 alors que chez les 18-24 ans, c'est 72 Est-ce que c'est qu'ils requièrent moins de services à mesure qu'ils vieillissent ou que l'accès est plus difficile à mesure que ces jeunes-là vieillissent? Bon, c'est beau, Fatoumata. On peut aller à la suivante. Maintenant, si on regarde le profil d'utilisation de services selon l'âge, mais aussi dans le temps, ce qu'on constate, c'est que pour tous les groupes d'âge, il y a une augmentation de la proportion des jeunes qui reçoivent aucun service de santé mentale. On le voit là, sur chacun des graphiques, c'est la courbe hachurée en gris. Donc, autant chez les 1-9 ans, 10, 17, 18, 19, la proportion qui ne reçoivent pas de service, elle augmente dans le temps. Aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diminution des consultations d'un psychiatre en ambulatoire. C'est la courbe en turquoise et ça, on l'observe dans les 3 groupes d'âge également. Et chez les jeunes de 1-9 ans et 10-17 ans, il y a une augmentation des consultations d'un pédiatre, c'est la courbe en rouge, et d'un médecin de famille en ambulatoire, la courbe en vert. Donc, c'est beau, Fatoumata. Donc, je vous ai présenté les caractéristiques des enfants selon le sexe et l'âge. Maintenant, on va regarder les caractéristiques géographiques, où se situent les jeunes avec un TSA. Donc, avant d'en arriver là, je vais vous un peu montrer comment le Québec, les régions administratives du Québec, bien qu'en santé, on n'utilise pas les régions administratives, mais plutôt les régions socio-sanitaires, mais c'est très, très proche comme concept. Au Québec, il y a 17 régions administratives qu'on voit ici illustrées de différentes couleurs. Il y a, en 2021, il y avait plus de 8 millions d'habitants. Le Québec, c'est la deuxième province la plus populeuse après l'Ontario qui comporte plus de 14 millions d'habitants. Et il y a environ la moitié des Québécois qui habitent dans la région métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire Montréal, Laval, la Couronne Nord et la Couronne Sud. Donc, environ, on voit que la population du Québec est vraiment concentrée alentour de Montréal. C'est beau, Fatoumata. Maintenant, si on regarde la prévalence du TSA selon la région, ici, c'est la région socio-sanitaire, donc une petite affaire différente de la diapo précédente que je vous ai montrée. En 2021, la prévalence du TSA varie grandement d'une région à l'autre. On le voit ici. La prévalence du TSA en Montérégie, en Estrie, dans les Laurentides, à Laval et à Montréal est significativement plus élevée qu'au Québec. On le voit par les petits plus. Sur la diapo. Aussi, la prévalence en Montérégie, qui est 2,6 %, est 2 fois plus élevée que celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est de 1,2 %. Et il y a certains facteurs qui peuvent expliquer les disparités régionales qu'on voit ici. Entre autres, la sensibilisation de la population et des professionnels face aux troubles du spectre de l'autisme. C'est pas tout le monde qui est en mesure de reconnaître les caractéristiques d'un trouble du spectre de l'autisme, en tout le moins de la même mesure, dans la même mesure. La disponibilité des ressources diagnostiques et des services qui n'est pas la même, et on sait qu'il y a un temps d'attente assez important qui peut être différent d'une région à l'autre. Donc, c'est non seulement la quantité des services, mais le temps d'attente qui est différent. Et on sait qu'il y a un goulot d'étranglement là, pour ce qui est de l'attente. Et aussi, la réalité, c'est que les parents d'enfants autistes vont souvent migrer d'une région à l'autre pour aller aux endroits où il y a des services, soit des services de santé ou des services scolaires qui sont à la disposition des enfants, entre autres des classes adaptées pour les enfants avec un TSA. Et ça, on sait qu'il y a des régions où, en tout cas, il y a quelques années,
il y avait des régions où il n'y avait pas du tout de classe adaptée. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, là. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un certain bassin de population là, pour être en mesure d'ouvrir une classe. Donc, c'est ça qui peut expliquer les disparités entre chacune des régions. C'est beau, Fatoumata. Aussi, on a regardé la prévalence du TSA non seulement dans les régions, mais l'évolution temporelle. Et ce qu'on constate, c'est que la prévalence du TSA, elle augmente dans toutes les régions. Toutefois, l'augmentation ne se fait pas à la même vitesse dans toutes les régions et ça cause un écart, en fait, qui se creuse entre les régions à forte prévalence et celles qui sont à faible prévalence. Probablement dû, encore une fois, à la disponibilité des services de santé scolaire là, qui fait en sorte que ça donne un portrait comme ça. C'est beau, Fatima. Comme c'est le cas pour plusieurs indicateurs de santé, ça arrive souvent qu'on n'a plus d'une source de données pour nous informer d'une situation. Tu sais, c'est vrai pour le tabagisme, par exemple, l'activité physique, on a plusieurs enquêtes. Ici, pour ce qui est de la prévalence du trouble du spectre de l'autisme, non seulement on a des données du SISMAC depuis quelques années, avant d'avoir les données du SISMAC, on avait des données du ministère de l'Éducation. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a comparé les deux sources de données. Et ce qu'on voit à l'échelle du Québec, c'est là où les histogrammes sont plus foncés, c'est que les proportions de jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme sont relativement semblables. 1,8 pour l'ensemble du Québec et 1,9 je veux dire, avec le ministère de l'Éducation du Québec et 1,9 avec le SISMAC. Donc, des proportions très, très semblables. Toutefois, quand on fort un peu et qu'on s'en va à des échelles régionales, on voit que dans les régions où les prévalences sont élevées, comme la Montérégie, Laval et Laurentides, les proportions sont comparables entre les deux systèmes, les deux bases de données. Toutefois, dans les régions où les proportions sont plus faibles, comme le Bas-Saint-Laurent, là, si tu pèses 5 fois, Fatoumata, il va apparaître des petites flèches qui montrent les régions 4, 5, c'est beau, qui montrent les régions où les proportions sont vraiment différentes là, entre le ministère de l'Éducation et le SISMAC. Et je vais expliquer à la diapo suivante qu'est-ce qui fait qu'on a des disparités aussi importantes dans certaines régions. Bien, comme c'est le cas pour toutes nos banques de données, il y a des limites associées à chacune des banques. Pour ce qui est de la Banque du ministère de l'Éducation du Québec, qu'on n'utilise plus d'ailleurs depuis qu'on a le SISMAC parce qu'on a des données d'une qualité qui est meilleure et qui est plus compréhensif là, parce que ça inclut plus de jeunes à l'intérieur. Pour ce qui est du ministère de l'Éducation, bien, les données chez les jeunes de 4-5 ans, c'est-à-dire le préscolaire et la maternelle, ne sont pas complètes parce que le préscolaire et la maternelle au Québec ne sont pas obligatoires. On n'a pas non plus de données chez les enfants en attente de service. Toutefois, il existe un code au niveau scolaire qui est le code 98 qui est attribué à des enfants on sait qui ont des problèmes scolaires. C'est des enfants qui sont en attente de diagnostic. Il y a aussi des enfants qui ne répondent pas aux 3 critères du ministère de l'Éducation. Au ministère de l'Éducation, pour avoir un cas, non seulement il faut avoir un diagnostic, mais également il faut présenter des limitations. Et il faut que ces limitations soient assez importantes pour qu'on mette en place des mesures d'appui. Et pour avoir des mesures d'appui et être compté, il faut que l'enfant reçoive plus de 10 heures par semaine d'aide en classe régulière, par exemple. S'il est dans une classe spéciale et qu'il est autiste, là, à ce moment-là, il va avoir un code 50. Donc, c'est plus difficile d'avoir un code dans le ministère de l'Éducation que d'avoir juste un diagnostic avec le SISMAC. Aussi, il y a des enfants, mais c'est quand même assez rare, c'est 2% des enfants qui ont un double diagnostic, par exemple un TSA, et que l'enfant serait malentendant, bien, il pourrait être catégorisé comme malentendant si c'est ça son handicap le plus important. Et finalement, les enfants qui ne sont pas inscrits au 30 septembre, mais qui sont présents les mois suivants, pourraient ne pas apparaître dans les données parce que c'est au 30 septembre qu'on prend les présences en quelque sorte. Pour ce qui est du SISMAC, Fatoumata a pas mal illustré ce qu'il en était avec les limites, mais je vais peut-être les répéter. Les enfants qui sont diagnostiqués qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués par un médecin qui serait dans la RAMQ, donc soit un psychologue, et depuis 2012, les psychologues
peuvent émettre des diagnostics de troubles du spectre de l'autisme et les enfants qui reçoivent des services d'un médecin qui est non rémunéré à l'AC, hors du Québec ou qui pratiquent en privé ne seront pas non plus inclus dans le CISMAC. Je m'excuse de t'interrompre, Manon. On va presque manquer de temps. On risque de ne pas avoir de temps pour les questions, donc on vous priera peut-être il reste une diapo de mon côté. J'accélère. En fait, de notre côté, c'était juste pour présenter l'expérience en Montérégie qui est très diversifiée. Donc, avec ces données-là, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait avec ça. On fait des présentations. Je n'énumérerai pas ce qu'il y a là, inquiétez-vous pas. Le but, c'est d'informer de sensibilité avant tout avec les présentations. Pour ce qui est des demandes ad hoc, ça provient souvent des gestionnaires ou des professionnels et le but dans ce cas-ci, c'est plus pour planifier des services, organiser des services. Il y a eu des demandes médias, participation à des articles, Fatoumata en a parlé, divers produits de la DSP qu'on fait, des périscopes, des portfolios et investigation d'agrégats. C'est arrivé à 1 ou 2 reprises en ce qui concerne le TSA. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Dr Lesage qui va conclure la présentation. Oui. Votre micro est fermé, Dr Lesage. Dans le cadre d'un séminaire en épidémiologie, il y a un certain paradoxe que vous avez peut-être remarqué entre la prévalence cumulée du CISMAC, donc un cas un jour, un cas toujours, et basé sur le diagnostic des médecins enregistrés dans leur bordereau de paiement, qui correspond bien à la prévalence annuelle des registres scolaires des enfants recevant un accompagnement supplémentaire en raison d'un TSA. Donc, et l'interprétation possible de ce paradoxe, c'est simplement que vous n'avez pas besoin d'un diagnostic d'un médecin à chaque année pour pouvoir bénéficier de services scolaires pour l'autisme à ce moment-là. Alors, et finalement, signaler qu'on voit survenir un élargissement de la définition du diagnostic du trouble de spectre de l'autisme pour assurer l'accompagnement scolaire supplémentaire dont l'enfant ou le jeune a besoin selon les parents et l'école. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Il ne nous reste plus que 7 minutes. Je ne sais pas, Fatima, comment ça se passe la suite? Est-ce qu'on a les questions dans le chat? En tout cas, on vous redonne la parole. Merci pour l'écoute. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, on peut effectivement, on pourrait arrêter votre PowerPoint peut-être. Voilà, merci beaucoup. Et on peut passer, on a le temps pour quelques questions. Et justement, dans le bavardage, il y a eu quelques questions qui ont été posées et qui, alors je peux vous résumer. Il y a une personne, Michael Hiro, si je prononce bien, qui pose la question à savoir, est-ce que finalement certaines données traduisent une augmentation de la prévalence ou une augmentation des diagnostics? Par exemple, on pourrait se poser la question lorsque vous présentez l'augmentation de la prévalence, l'évolution dans le temps, est-ce que ça représente une augmentation des, entre guillemets, des cas de TSA ou est-ce que finalement c'est tout simplement parce qu'il y a plus de diagnostics à cause d'une plus grande sensibilisation ou d'autres facteurs comme ça? Je ne sais pas, voulez-vous que je réponde ou Alain, voulez-vous répondre? Ou... Bien, c'est les deux qui se produisent. Il y avait une sous-détection probablement des troubles de l'autisme, mais surtout aussi, il n'y avait pas de pression pour dire ben il va y avoir des écoles adaptées parce qu'un diagnostic apporte quelque chose dans la mesure où il y a des actions qui peuvent être posées. Et c'est surtout la présence des enfants en milieu scolaire qui a drainé et le besoin de diagnostic pour pouvoir avoir accès à ces services-là. Et plus ces services-là sont disponibles, plus vous allez avoir une augmentation de l'identification. Est-ce que c'est un vrai cas de trouble du spectre de l'autisme selon tel expert ou encore c'est le spectre de l'autisme et surtout les actions qui peuvent être portées en milieu scolaire qui seraient porteuses? Merci beaucoup.
Juste un indice de ça, c'est que vous avez remarqué que les prévalences entre les différentes régions, que ce soit selon le SISMAC ou encore selon les registres scolaires, il y a une corrélation presque parfaite entre les deux. Mais il n'y a pas de raison de penser qu'il y a des régions que le trouble du spectre de l'autisme, cette maladie, soit différente d'une région à l'autre. Merci beaucoup. Et c'est ça, ça rejoignait une question aussi qui avait été, enfin, une question et commentaire qui avait été fait par Zahir Madi, qui parlait un peu des problèmes de sous-estimation, sous-identification et suridentification. Donc, peut-être une sous-identification au milieu des années 60-70, puis une surestimation à partir des années 90. Mais je pense que ça rejoint la question précédente. Moi, je pourrais, en attendant que des gens posent des questions, alors bon, je vais prendre tout de suite la question que je m'attendais à ce qu'elle soit posée. Docteur Lesage, vous avez utilisé, là, juste dans votre dernière intervention, vous avez utilisé le mot maladie. Donc, il faut que je retourne. Il y a une personne donc, qui a fait une intervention par rapport à ça, l'utilisation de ce mot-là. Peut-être Joël Corollian, si vous voulez faire votre intervention. Oui, merci beaucoup. Bonjour, M. Leclerc, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Oui. Bonjour, Dr. Lesage, je vous connais aussi. Bonjour. Oui, c'est ça. Simplement parce que, bon, j'en connais un long bout là, par rapport à l'autisme. Puis, j'étais un peu surprise depuis le début que le mot maladie était comme collé après le mot autisme. Puis, il y a ça. Puis aussi, j'ai été aussi surprise lorsque il semblerait que ça serait plus les garçons que les filles. Alors que, c'est parce que là, ce que je réalise, c'est que il y a j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs écoles de pensée parce que moi, celle à laquelle j'adhère, c'est que c'est un état. Tu nais comme ça, tu meurs comme ça. Et que les filles, c'est simplement parce que c'est plus difficilement détectable et vu, semblerait, l'impact, je veux dire, l'apprentissage camouflage. Mais sinon, il y a d'autres données qui semblaient dire qu'on pouvait autant trouver d'un côté que de l'autre. Alors, je pense pas que c'était réellement des questions, c'est juste, en même temps, je passe un message parce que ce que je réalise, je viens juste de terminer comment je pourrais dire, un contrat de travail en tant qu'assistante de recherche en autisme. Et c'est ça, c'est comme la façon dont nous, c'était interprété, en tout cas, on était beaucoup plus dirigé en le sens que c'est un état et que, on pourrait le trouver autant du côté des filles que des garçons. Puis aussi, oui, quelque chose d'autre, c'est ça, c'est pour ça que j'hésite. Le fait que c'était associé avec la déficience intellectuelle. Juste hier, je suivais une conférence de l'Institut universitaire en DITSA, puis qui travaille aussi beaucoup là-dessus. Puis non, c'est pas comme si il y a une grosse majorité de personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle. C'est comme, je sais pas, en tout cas, j'étais juste un peu surprise. Je trouvais que c'était très distancé ce que moi j'avais eu comme information depuis X, et puis ça m'a comme un peu frappée. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est gentil. Puis aussi, moi-même, en tant que personne autiste, j'avoue que j'ai été secouée.
Je pense que c'est plus ça qui m'a secouée. Puis mes 2 filles sont autistes aussi. Alors, bon, c'est ça. Merci. Mais je pense que vous illustrez à la fois qu'il s'agit d'un spectre de l'autisme, donc ça recoupe beaucoup de réalités, de comorbidité aussi, de formes. Et également, de plus en plus, on essaie dans nos présentations également d'avoir des personnes avec expérience vécue de l'autisme, tant pour elles-mêmes que par des parents qui sont des moteurs importants aussi de recherche de services pour les personnes avec les troubles du spectre de l'autisme. Voilà, merci beaucoup. Malheureusement, on va être obligé d'arrêter de terminer la présentation ici parce que le temps est écoulé. Donc, je vais laisser Fatima vous dire le mot de la fin, le mot de clôture. Parfait, merci Bernard-Simon. Ben, simplement remercier déjà nos conférenciers, donc nos 2 docteurs, Dr Diallo, Dr Lussage et Madame Manon Noiseux pour leur présentation d'aujourd'hui qui a été très instructive de mon point de vue. Et puis, ben, remercier également l'ensemble des participants, autant des personnes étudiantes que les personnes professionnelles présentes au séminaire d'aujourd'hui et nos 2 responsables conseillères en communication de l'école pour l'organisation et la promotion du séminaire, donc Mesdames Chantal Rio et Emmanuel Dufaux. Et puis, vous inviter à notre prochain séminaire, donc toujours au mois de mai, donc qui aura lieu le 11 mai, qui portera sur le système canadien de surveillance périnatale présenté par une professionnelle du Centre de services et de recherche appliquée de l'Agence de santé publique du Canada. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et nous vous souhaitons un excellent après-midi.